Donc, Sexum, c'est un acronyme du concept de l'humanitarisme sexuel. Alors, l'humanitarisme sexuel, finalement, c'est un concept qui est similaire à celui de l'humanitarisme militaire. Donc, si on pense à la guerre en Irak et comment la justification pour l'intervention était basée sur des logiques humanitaires plutôt qu'économiques, que finalement c'était la vraie question, alors l'humanitarisme sexuel, c'est une opération culturelle, politique et sociale analogue parce que c'est la problématisation de certaines populations autant que particulièrement vulnérables à l'exploitation ou à l'abus par rapport à leur comportement sexuel qui finalement légitime potentiellement et malheureusement souvent, comme on va voir dans les résultats de la recherche, des interventions sociales et des politiques qui sont contre-producentes, qui endommagent et qui empirent les situations des personnes qu'ils veulent aider. Les projets a adopté une approche méthodologique innovante parce qu'il a combiné une observation ethnographique de longue durée de 36 mois avec des entretiens qualitatifs dans chaque pays, mais aussi avec la réalisation des films faits grâce à la collaboration dans toutes les étapes de la réalisation du film, des films ethnographiques participatifs. Donc, je vais vous montrer le trailer de celui qui a été produit en Amérique. Donc, je donne un peu un cadre des 4 pays qui font partie du projet et la rationnelle pour lesquelles ils ont été inclus. L'Australie, c'est un pays qui a les politiques plus progressives au niveau de décriminalisation au monde parce qu'un pays de Galles je parle New South Wales, je ne sais pas comment le dire en français, je suis désolé, le nouveau pays de Galles, j'imagine, là j'improvise, la décriminalisation inclut les migrants qui ont des permis de séjour même à court, ils sont autorisés à travailler dans l'industrie du sexe, dans la prostitution, comme si c'était un secteur normal de travail. Donc, ça veut dire qu'il y a un numéro très bas de cas de traite parce que les personnes arrivent à pouvoir accéder à l'industrie du sexe avec un visa. Et par exemple, un étudiant qui peut travailler 20 heures dans une usine ou dans un magasin peut travailler 20 heures aussi dans un établissement de services sexuels. En Australie, on a fait une comparaison entre la décriminalisation qu'il y a à Sydney et donc dans le nouveau Pays de Galles et dans l'État de Victoria où il y a une approche réglementariste. On s'est concentré sur des paniques moraux, sur des alarmes sociaux qui ont été surtout suscités par les associations abolitionnistes par rapport à l'exploitation supposée des femmes cisgenres asiatiques dans les établissements de services sexuels qui n'étaient pas autorisés parce qu'à Sydney, on ne parle pas de licence, on parle d'autorisation de planning, donc ils n'étaient pas autorisés ou sans licence à Melbourne. Donc, la supposition, c'était que parce que ces endroits ne sont pas réglementés, il y aurait eu un taux d'exploitation beaucoup plus haut. Et nous, on a découvert que ce n'était pas le cas du tout. Au contraire, plusieurs femmes ont dit préférer travailler dans des lieux où les massages n'étaient pas officiellement sur les menus, parce que dans ces cas-là, elles pouvaient négocier s'ils les faire ou pas, parce que c'était à eux de décider ça. Et elles pouvaient aussi toucher l'argent qui venait de ça, parce que, évidemment, le patron ne pouvait pas le savoir. En Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande, c'est intéressant parce que c'est devenu la Nouvelle-Zélande un peu le pays exemple de la décriminalisation, mais finalement, par rapport à la migration, il y a un très grand problème, c'est que la décriminalisation qu'il y a eu en 2003 exclut tout migrant, parce que les migrants qui n'ont pas une résidence permanente ou qui ne sont pas néo-zélandais ne peuvent pas travailler dans l'industrie du sexe. Ça veut dire que même s'il y a très peu de cas de traite, comme c'est le cas effectivement de l'Australie aussi,
il y a quand même pas mal de cas d'exploitation des migrants qui sont dans l'irrégularité. Et donc, on connaît que chaque fois qu'il y a une irrégularité, ça vulnérabilise les personnes et les personnes deviennent des proies, des employeurs qui veulent en profiter. Donc, les suggestions que nous avons des politiques, c'est évidemment d'inclure les migrants dans la protection introduite avec la loi de 2003, avec l'abolition de la section 19 qui exclut les migrants. Aux États-Unis, c'est les pays où on a eu où la situation était pire par rapport aux autres du projet, parce qu'il s'agit d'un environnement complètement criminalisé. Donc, ça veut dire que l'achat et la vente du sexe est criminalisé, à part quelques counties rurales au Nevada. Et donc, on a trouvé qu'il y a un très grand nombre de cas de traite domestique. Ça veut dire que, et ça, c'est un résultat de l'équation entre travail sexuel et traite. Dans les discours politiques et dans les politiques elles-mêmes, il y a cette homogénéité entre traite et travail sexuel, dont évidemment, il y a beaucoup de cas de traite, mais c'est très difficile après distinguer qu'est-ce que c'est le travail sexuel de la traite. C'est une question assez ontologique. On a témoigné la criminalisation de la pauvreté racisée. Donc, la majorité des personnes qui se font arrêter sont des femmes cisgenres afro-américaines, des femmes asiatiques. Là, j'ai mis Asian avec entre guillemets, parce que c'est un terme qui signifie des ethnicités différentes dans chaque pays. Et donc, les femmes asiatiques, elles se font arrêter beaucoup, et les femmes trans latinas aussi. Et donc, il y a une politique de visibilité racisée. Donc, on devient visible, évidemment, et donc on est ciblé quand on n'est pas blanc et on ne fait pas partie de la population qui est au pouvoir, finalement, hégémonique. Donc, avec l'administration de Donald Trump, il y a eu une augmentation, une recrudescence vraiment persécutoire des migrants, au point que même dans les tribunaux où les personnes, il y a eu des arrestations des migrants, même dans les tribunaux où les personnes essayaient de défendre leur cas d'asile politique, y compris des cas de traite. Et aussi l'introduction de la Sesta Fosta, qui est une loi qui a interdit indirectement aux Internet providers de porter les annonces de travail sexuel, à forcer les personnes à aller dans la rue et à générer un risque beaucoup majeur de violence et d'arrestation. On connaît qu'est-ce que ça veut dire, malheureusement, l'arrestation racisée aux États-Unis. Il ne s'agit pas d'une arrestation. Le fait de George Floyd nous enseigne, et tout ce qui s'est passé avant et après, que mettre les personnes racisées dans la situation de pouvoir être arrêtées veut dire les exposer à des formes de violence extrêmes aux États-Unis. Ce n'est pas une simple arrestation, et c'est jamais une simple arrestation. Donc, il y a une surveillance beaucoup majeure et donc des arrestations, pardon, et l'incarcération des travailleuses du sexe afro-américains, et aussi des énormes déportations, donc répatriement et expulsion des migrants racisés. Donc, les teams de la recherche, c'est les suivants. Donc, en Australie, on a PG Maciotti. En France, on a Calogero qui va nous parler de la situation en France tout à l'heure. En Nouvelle-Zélande, il y a Callum Benaki. Aux États-Unis, on avait 3 personnes qui ont partagé une position, donc Annie Fehrenbacher, Jennifer Masto et Heidi Offinger. Et ceux qui ont pu participer à l'événement de New York qu'on a eu tout à l'heure, on peut aussi les écouter directement. Alors, les résultats, on a fait plus de 50 entretiens dans chaque pays et avec les migrants, et entre 10 et 20 entretiens avec les témoins privilégiés.
On a fait aussi, et en France, c'est Dina qui s'en est occupée, 10 entretiens surtout focalisés sur le COVID-19. Donc, Dina va nous parler des résultats de ces entretiens qu'elle a amenés, donc de ces analyses. Et on a réalisé 4 ethnofictions. Ça veut dire qu'on a fait des ateliers d'écriture collaborative avec des groupes de migrants dans tous les 4 pays. On a écrit 4 scénarios, mais on a réalisé le film seulement à New York et à Paris. On est en train de les tourner maintenant en ligne parce que dans ces deux contextes, il y a eu une association des femmes migrantes, des personnes migrantes qui étaient directement impliquées et intéressées à les faire d'une façon collaborative. Donc là, je vous montre le trailer du film qu'on a fait en Amérique avec le Colectivo Intercultural Transgrediendo. Et je voulais prendre l'occasion pour faire un hommage à Lorena Borgas, qui est morte à cause du virus le 30 mars 2020 et qui a été une perte énorme pour la communauté translatina de Queens à New York et pour le mouvement des travailleurs du sexe et pour tous. Voilà les vidéos. ¡Que Queen nos escuche! ¿Y qué quieren las putas? ¡Justicia! ¿Y qué somos? ¡Putas! Pagamos taxes, nosotros tenemos nuestras cuentas de banco, compramos el café en la esquina, vamos a hacer compras al supermercado. Nosotros vivimos en Queens. Nosotros necesitamos el respeto. Yeah, sir. Estamos despenalizando el trabajo sexual para que ninguna persona que caiga arrestada sea criminalizada ahora en adelante. Were you ever arrested for prostitution? Tu visa. Estamos haciendo un film donde estamos hablando la verdad de la vida que se vive, de nosotras, las chicas trans, o sea, todas hemos pasado esto. Entonces, no es algo ficticio, es algo real. OK. Voilà, le film vient d'être terminé et sera mis à disposition. Et pour l'instant, on va l'envoyer au festival dans l'espoir de pouvoir leur donner plus de visibilité, pas vraiment au film, mais aux populations directement concernées et aux situations. Mais on pourra toujours utiliser des extraits pour faire un usage de promotion des droits et voilà. Donc, au niveau de publication, on a publié deux articles, les rapports, en revue, un special issue d'une revue en préparation, un chapitre d'un bouquin et un article de blog. Et on a beaucoup d'autres publications qui nous attendent. Mais surtout, et Carlo va nous parler de ça, on a publié par rapport à la France, on a collaboré avec Médecins du Monde et Arsexum a participé très activement dans la recherche qui a été faite en 2018, publiée en 2018 sur la loi, les effets de la loi, l'impact de la loi sur la vie et les droits des travailleurs du sexe en France. Donc, OK. On a essayé d'avoir un échantillon, en tout cas, le plus varié possible au niveau de ethnicité, lieu de travail, migration, identité des genres et sexualité, classe sociale et race, parce que on a essayé d'inclure les personnes racisées et genrées
comme participants de la recherche et aussi comme chercheurs parce qu'ils sont particulièrement ciblés par les interventions de humanitarisme sexuel et aussi elles sont aussi les plus ciblées par des dynamiques plus amples d'exclusion sociale, marginalisation et criminalisation. Donc là, j'arrive vers la fin de mon intervention. Donc, au niveau général, les conclusions sont que le travail sexuel ne coïncide pas avec l'exploitation sexuelle et que la traite, et que le travail sexuel est une forme de travail important pour les migrants, surtout quand ils sont indocumentés et sans papier, et donc ils n'ont pas beaucoup d'alternatives, mais en général, la grande majorité des participants à nos recherches, ils voient le travail sexuel comme travail et ils comprennent l'exploitation comme exploitation liée aux conditions de travail plutôt qu'à travers le concept de l'exploitation sexuelle. Et donc, quand on parle d'exploitation, on parle vraiment des conditions de travail. Et malheureusement, les interventions humanitaires et les préoccupations humanitaires par rapport au travail sexuel, dans tous les 4 pays, normalement légitiment des formes qui sont de plus en plus répressives, racisées et d'extrême, des contrôles de la migration dans tous les 4 pays. Au cœur de ces contrôles sont les populations racisées comme les femmes asiatiques, mais en même temps, il y a des autres minorités, il y a d'autres groupes des migrants comme les femmes trans-latinas qui ne sont pas perçues comme de la même façon et donc qui quelque part ne sont pas aidées et soutenues du tout parce qu'elles passent à côté de cette catégorie de vulnérabilité humanitaire. Il y a une relation proportionnelle entre le degré de racisation des groupes de migrants et leur subjection à des formes de contrôle et des préoccupations et des mises en acte des frontières selon les principes humanitaires. Donc, et important aussi, la capacité d'agir des personnes et leur vulnérabilité à l'exploitation, elles font partie d'expériences collectives. Normalement, quand on parle l'humanitarisme, tend à parler d'individus. Lorsque nous, on a rencontré surtout des personnes qui font partie de communautés, et je dis ça parce que si on veut vraiment faire des politiques qui soutiennent les personnes directement concernées, il faut soutenir leur communauté et l'association qui exprime ces communautés, parce que les personnes ne sont pas isolées, elles font partie de ces groupes. Donc, au niveau des politiques, il y a une relation inversement proportionnelle entre le degré de criminalisation et la capacité des migrants et des non-migrants de défendre leur vie et de vivre leur vie. Donc, si on regarde notre cas d'étude, il y a l'Australie où c'est le cas d'étude le meilleur, où c'est l'exemple à suivre, même si les mesures contre l'immigration sont draconiennes. L'Australie, ce n'est pas un modèle à suivre par rapport à ça, tout le monde connaît ça. Mais au niveau des politiques, il y a la plus grande décriminalisation. Après la Nouvelle-Zélande, après il y a la France et le pire cas qu'on a eu, c'est évidemment les États-Unis. Donc, il y a vraiment, c'est assez visible cette relation inversement proportionnelle. Et bien sûr, ce n'est pas une relation statistiquement relevante, c'est une métaphore pour exprimer la situation. Donc, la dépénalisation de toute forme de travail sexuel est évidemment un point de départ fondamental pour aider les vulnérabilités économiques et la violence, l'abus et l'exploitation qui sont parfois associés au travail sexuel, mais ce que les personnes directement concernées n'ont dit plus fois, c'est qu'elles seulement la décriminalisation du travail sexuel n'est pas suffisant. Il faut l'associer à des politiques qui supportent les personnes qui sont marginalisées du travail, du logement et de la société par rapport à leur positionnement racisé et d'ethnicité par rapport au genre et à la sexualité. Donc, il y a, surtout en Amérique, il y a eu ces grands débats. La dépénalisation, ça sert à qui? Si ça sert toujours aux travailleurs du sexe blancs avec des documents, alors nous, on est encore une fois exclus. Il faut que la dépénalisation marche pour tout le monde et surtout pour
pour les strata de la population qui sont plus marginalisés. D'accord. Donc, je vous laisse dans les mains expertes et des Calo. Et après, moi, je suis dispo pour toute question à la fin sur le projet en général. Bien à toi, Calo. OK. Bon, merci beaucoup, Nick, pour cette intro. Avant tout, avant de commencer, je voulais effectivement remercier toutes les associations qui sont là avec nous aujourd'hui et qui ont été là pendant tout le développement du projet, en fait. Donc, Accept ST, le Lotus Bus, les Roses d'Acier, les Strass, Autre Regard, les Bus de femmes, le projet Jasmine, les Passages Latinos, et encore des autres, donc beaucoup de gens qui ont participé pendant les 3 ans de recherche en France, en particulier entre Paris et Marseille, mais aussi dans les autres villes dans les pays. Donc, Sexium France est une étude qui a duré donc 3 ans. On a mené 45 entretiens avec des TDS migrantes qui vivaient entre Paris et Marseille, mais aussi dans des autres parties de la France. On a mené aussi 11 entretiens avec des informateurs clés, c'est-à-dire avec des gens, avec des personnes qui travaillaient auprès des associations de TDS ou des gens impliqués dans le contexte du secteur du travail du sexe. Les TDS participantes à la recherche étaient des femmes cis et transgenres provenant de Nigeria, de la Chine, de l'Est-Europe, de l'Amérique du Sud et du Maghreb. À niveau méthodologique et épistémologique, le projet a suivi une trajectoire intersectionnelle depuis le début. En fait, comme les TDS font partie de différents groupes minoritaires, les analyses doivent se focaliser effectivement sur toutes les discriminations structurelles telles que le sexisme, le racisme, la transphobie, par exemple. Comme le disait Nick, pendant Sexium, on a aussi eu la chance d'être impliqué dans une autre recherche financée par Médecins du Monde. Et qui a aussi impliqué des autres associations communautaires. Donc, effectivement, c'était un travail plutôt collectif avec les associations. Et cette recherche-là s'est focalisée sur l'impact de la loi 2016 qui pénalisait les clients de travailleuses du sexe ici en France. Donc, cela nous a donné la possibilité de faire une bonne, intéressante convergence et une comparaison entre les données ethnographiques de 2 enquêtes complètement inédites dans le contexte français. Donc, d'une partie, vraiment, l'analyse de la pénalisation des clients pour les TDS eux-mêmes, et de l'autre partie, vraiment, le focus de Sexium, que c'était vraiment sur les conditions de vie des TDS migrants. Donc, la France a une longue histoire de prohibitionnisme du travail du sexe depuis les années 60. Aujourd'hui, la confusion entre le travail du sexe et la traite des êtres humains est très présente dans le discours mainstream et politique dans ces pays, mais elle s'est produite déjà dans les années 90, comme dans des autres pays d'Europe, avec la plus visible présence des TDS femmes cis et trans, racisées, migrantes, dans plusieurs villes européennes. Pourtant, dans l'espace politique national, ici en France, la nécessité de contrôler le travail du sexe est apparue quelques années plus tard avec la loi de sécurité intérieure. Et là, c'était une loi introduite par Nicolas Sarkozy en 2003. Avec cette loi, comme beaucoup d'entre vous, je suis sûr que vous le savez déjà, les racolages, tant passifs qu'actifs, étaient devenus un délit et ça fait partie du code pénal français. Donc, la question de savoir comment faire face au problème de la prostitution, comme est souvent nommé dans le gouvernement, a été amenée à l'Assemblée nationale par un rapport de 2011 sur le travail du sexe, présenté par 2 députés, qui étaient Daniel Bousquet et Guy Geoffroy. Dans ce rapport, les 2 députés mettent l'accent sur l'angle des droits des femmes et la logique humanitaire de sauver les TDS.
Donc, de la catégorie des criminels qui a été appliquée pendant la période criminalisant le racolage sous en Sarkozy, les TDS sont désormais devenus, sont considérés et décrits comme des victimes. Donc, il y a ce changement de la catégorie qui cible, on va dire, la catégorie sociale qui cible les TDS. Donc, il est important de souligner la force du mouvement abolitionniste ici en France, dans le cadre du collectif des acteurs abolitionnistes. Ce collectif s'appelle Abolition 2012 et était aussi le moteur de l'implémentation de la loi pénalisant les clients du 2016. La matrice catholique du mouvement d'UNI, qui est le mouvement, on va dire, abolitionniste le plus important du pays, et son lobbying auprès des politiciens, puis aussi les arguments de la gauche, ici en France, contre la marchandisation du corps des femmes et la lutte contre l'économie néolibérale qui maintiendrait les femmes dans une position subalterne sous le patriarcat. Enfin, et très important aussi, la délégitimation de la voix des TDS, c'est une délégitimation historique, comme on le sait bien, à travers la notion de violence symbolique, qui est beaucoup utilisé, ce concept ici parmi les politiciens, selon lesquels les TDS ne peuvent pas comprendre la violence qu'ils subissent précisément en raison de leur statut de victime. C'est-à-dire donc priver les TDS de toute possibilité d'agency, d'autodétermination. Au fait, bien qu'il existe depuis 1975 en France, le mouvement des TDS est largement ignoré par les décideurs politiques ou disqualifié en tant que lobby de proxénètes. Et ça, on l'entend beaucoup et très souvent. Donc, comme l'anticipait Nick dans son intro, le concept d'humanitarisme sexuel qui le projet développe fait référence à l'hégémonie mondiale d'un discours prohibitionniste, néo-abolitionniste, qui associe systématiquement la prostitution à la traite des êtres humains, présentant le travail du sexe comme l'exemple le plus clair, le plus éclatant d'un système de pouvoir masculin. Ces discours cherchent l'abolition du travail du sexe en supprimant la demande de services sexuels, donc les soi-disant les modèles suédois. En se concentrant sur différents groupes de migrants, les projets Sexum souhaitent également, au-delà du modèle suédois, de voir effectivement ce qui se passe avec la pénalisation des clients, mettre aussi en avant le rôle du racisme, de la question de la race dans les discours et les pratiques contre la prostitution vis-à-vis des personnes migrantes en particulier. Pour vous donner quelques exemples de stéréotypes de race et de genre qui sont souvent mis à l'œuvre dans le contexte du travail du sexe, les femmes chinoises avec qui on a beaucoup parlé, et après on aura Ting Chen nous dira plus, qui travaillent dans le commerce du sexe ont tendance à être présentées par la rhétorique humanitaire sexuelle comme des victimes silencieuses et à des mafias chinoises à dominance masculine. De l'autre côté, les femmes nigérianes en sont venues à incarner la figure ultime de la victime de la traite des êtres humains. Et enfin, les expériences de violence et d'abus des femmes trans latinas ne sont pas prises en compte par les interventions humanitaires sexuelles car elles ne correspondent pas à leur vision cis-hétérocentrée de la victimisation. Donc, elles sont dehors de la catégorie des bonnes victimes, on va dire, qui est reléguée aux femmes cisgenres. Donc, pendant la durée du projet, on a remarqué qu'en France, la question de la violence subie par les TDS et qu'on a vu vraiment augmenter beaucoup après l'implémentation de la loi 2016 avec la précarisation des TDS, l'impact fort sur la santé psychologique et physique des personnes et enfin avec aussi la crise du Covid. La question de la violence subie donc par les TDS est souvent traitée comme un objet monolithique dans les discussions gouvernementales et parmi les politiciens. C'est-à-dire,
les travailleuses du sexe seront soumises à la violence précisément parce que la prostitution est de la violence. Donc ça, c'est le discours qu'on entend. Cette équation est carrément problématique, car elle ne permet pas de briser les caractères insidieux des différentes façons dont la violence peut se manifester dans un contexte social spécifique quand le travail de ces femmes est criminalisé. Beaucoup de TDS à qui nous avons parlé au fin du projet ne décrivent pas la violence de la même manière que le font les discours gouvernementaux. Ce n'est pas une grosse surprise. Ainsi, elles n'associent pas la violence intrinsèquement au travail du sexe en tant qu'activité, mais elles parlent souvent de la violence qu'elles subissent en discutant de leurs relations matérielles avec différents acteurs et institutions, que ce soit la police, les ordonnances municipales, les régimes juridiques répressifs, les voisins, les maris, les partenaires, les passants de la rue, l'administration de l'immigration, les locataires, les intermédiaires, etc., etc. Il est à noter que les discours sur la violence changent en fonction du contexte dans lequel les TDS peuvent l'exprimer. Il est donc nécessaire de contextualiser les diverses situations dans lesquelles les participants à la recherche ont nommé la violence, car celle-ci est loin d'être une réalité fixe. Elle discuterait de la violence différemment à la mairie, par exemple, qu'à l'association communautaire ou parmi des collègues. Souvent, les assos aussi ont leur propre définition de ce qui constitue violence, ce qui peut orienter les discours que les TDS fournissent lorsqu'elles recherchent de l'aide. On a aussi remarqué qu'il arrive souvent que les TDS se sentent responsables de tout ce qui leur arrive. Par exemple, lors du travail de terrain, un client avait violé une participante à la recherche dans son appartement et la TDS a fini par se blâmer parce qu'elle pensait avoir fait une erreur en choisissant ses clients. Donc, elle nous a dit qu'elle était en colère contre elle-même parce qu'elle s'était toujours considérée comme très sélective. D'autres collègues qui ont appris l'événement aussi avaient la tendance à la blâmer pour son imprudence, on va dire. Après l'agression, elle pensait qu'elle avait perdu la capacité à sélectionner ses clients. Ce type de comportement lié à un contexte criminalisant crée des divisions parmi les TDS elles-mêmes, car elles se retrouvent souvent seules à faire face à des actes de violence et à leurs conséquences dans la vie matérielle. Après. Se sentir coupable et jugé pour la situation difficile qu'on vit peut briser la solidarité entre les TDS. Cela illustre le fait que si cette forme de violence n'est pas identifiée et discutée comme produite socialement, à travers, par exemple, la stigmatisation du travail, celles qui sont soumises à cette violence peuvent facilement subir les conséquences psychologiques de se sentir responsables d'une telle violence. Pour les TDS qui avaient commencé le travail du sexe plus récemment, il paraît que c'était un problème plus grave, car elles ne connaissaient pas les stratégies que les travailleuses plus expérimentées possédaient pour se protéger. Pourtant, la solidarité ne disparaît pas si simplement. Elle se réorganise de différentes manières. Pour s'opposer aux politiques actuelles sur le travail du sexe et la situation aggravée vécue par les TDS migrantes aujourd'hui en France, de plus en plus, on a remarqué, on a vu que des TDS expérimentés ont commencé à s'associer à des plus jeunes travailleuses en travaillant ensemble. On l'a vu avec les femmes chinoises, par exemple, ça. Souvent, les plus âgés et les plus expérimentés partageraient leurs connaissances, les plus jeunes, leurs clients. Avant la précarisation des TDS, exacerbée par les systèmes législatifs prohibitionnistes, ce qui pourrait être qualifié comme de la solidarité du care, selon laquelle les TDS soutenaient des moins expérimentés quand les besoins se présentaient, semble se transformer aujourd'hui en un accord économiquement centré par lesquels les femmes se regroupent avec le but principal
celui de la subsistance financière. Cela peut être considéré aussi comme une forme de solidarité, les deux parties ayant décidé de trouver cette solution à leur précarité financière, leur sécurité personnelle et au fin d'améliorer leurs conditions de travail. En ce sens, les TDS entrent dans une relation définie par une division spécifique du travail. En tout cas, cette transformation des pratiques de solidarité implique une prise de risque vis-à-vis des autorités. Car ce qu'elles font, dans ce cas, relève du délit de proxénétisme selon la loi française. Au fait, si deux femmes ou plus travaillent ensemble dans un appartement, celle qui a signé le contrat de location pourrait faire face à des accusations de proxénétisme. Donc, les décideurs politiques et les commentateurs publics ne prennent pas en compte les désirs, les projets et les problèmes personnels des TDS migrantes en particulier. Il est souvent rejeté que le travail du sexe en tant qu'activité, travail et forme de socialisation font sens pour ceux et celles qui le pratiquent. De nombreuses TDS migrantes trouvent un sens à ce qu'elles font, bien que cela puisse être un équilibre fragile en raison de la façon stigmatisante dont la société perçoit ce qu'elles font. Il est plus facile pour la société dans son ensemble de considérer les TDS comme incapables de prendre soin de leur propre vie grâce à une prise de décision autonome. Et il est plus simple de percevoir comme des victimes silencieuses des relations sociales patriarcales et capitalistes. Ainsi, ces scripts sociaux cachent souvent la complexité et la multiplicité des trajectoires de vie des TDS. Vers la fin du projet Sexium, avec la crise COVID-19, a confirmé encore une fois que les personnes déjà précarisées qui travaillent dans le secteur du sexe peuvent facilement payer les conséquences les plus dures. Donc, Dina de Riquebon, qui est là aujourd'hui avec nous, va parler après de l'impact COVID-19 sur la communauté de sex workers en France, car elle a mené des entretiens dans les territoires. Donc, Dina, tu vas parler de ça dans les détails. Mais ici, je voulais souligner qu'à cause des actions policières, on a vu que pendant les périodes du confinement et aussi après le confinement, beaucoup de TDS ont fini par devoir payer des amendes pour ne pas avoir respecté les mesures de confinement, ce qui les a poussés à travailler davantage et à mettre en danger leur santé. Les assos de TDS en France ont réclamé un fonds d'urgence pour soutenir leur communauté pendant le confinement. Il a été refusé par le gouvernement malgré le vote de 5 millions d'euros par an pour le programme de sortie de la prostitution qui fait partie de la loi pénalisant les clients. Donc, les résultats du projet Sexium suggèrent que le travail du sexe devrait être complètement dépénalisé, ce qui, dans le contexte français, signifie l'abrogation de la pénalisation des clients et des lois sur l'approvisionnement utilisées contre les tiers et les travailleuses du sexe elles-mêmes. La loi de 2016 sanctionne les clients de TDS, sanctionnant les clients de TDS, a montré que les politiques néolibérales mises en place pour lutter contre le commerce du sexe ont privilégié la justice pénale. Donc, les contrôles des migrants est au cœur des processus de sécurisation de la France, la soi-disant crise des réfugiés en Europe, les attentats terroristes à partir de 2015 en France et en Belgique, l'état d'urgence qui a suivi pendant 2 ans, la loi antiterroriste mise en œuvre en 2017 sous Macron, les contextes policiers pendant la crise Covid et aujourd'hui encore, tout cela a déclenché l'augmentation des raids policiers et des contrôles d'identité qui ciblent les non-blancs et les migrants, femmes, LGBT, cis, étrangères qui vivent dans les villes de France. Et je pense que je vais terminer ici et je laisse la parole à Nick. Merci. Merci beaucoup à Carlo pour cette intervention par rapport aux résultats principaux de la recherche. Donc, je donne la parole à Ting Chen,
qui est chargé de mission aux Roses d'Acier et psychosociologue. Bien à toi, Ting. Bonsoir, vous m'entendez? Ça va? Oui, très bien. Très bien. Donc, merci à Nicolas et à Calogero et les autres chercheurs pour proposer ces cadres de la recherche et ces moments où on peut centraliser notre réflexion et partager ensemble. Donc, merci aussi de nous donner la parole pour que les points de vue et les logiques des personnes concernées pourront être exprimés. Je suis conscient de la difficulté aujourd'hui, surtout dans ce contexte très troublant, de pouvoir mettre en place des espaces comme ceci, de discuter et de penser ensemble, qui permettent de faire le dialogue entre les connaissances académiques, les connaissances des acteurs de terrain et les connaissances des personnes concernées. Et que je rejoins complètement tout à l'heure à Calogero quand il disait que si on ne s'organise pas des discussions comme ça, des violences symboliques et violences sociales peuvent être intériorisées facilement par les personnes. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que c'est une violence sociale, pourquoi c'est que les gens précaires agressent les autres gens précaires, les TTS agressés, elles vont penser que c'est de ma faute. C'est moi qui a fait une erreur, c'est moi qui ai été ciblé, c'est moi qui ne fais pas suffisamment attention. Et ce lieu de parole, ça nous permet de dire que en fait, partout c'est pareil, l'agression monte, la violence monte et les autres ont aussi subi les mêmes choses et ce n'est pas votre faute. Enfin, je trouve que c'est important de souligner ça. Donc, je vais t'emporter des paroles des Roses d'Acier pour alimenter notre réflexion. L'association des Roses d'Acier a été créée en automne 2014 par les femmes chinoises travailleuses de sexe à Paris, avec le soutien des autres associations comme le Médecins du Monde et le STRAS, dont j'en profite pour le remercier encore. L'objectif initial était très simple, c'est de se réunir pour défendre collectivement nos droits face, d'une part, les violences qui liées à notre travail et d'autre part, les abus policiers qui liés à des intentions politiques et les discriminations qui lient aux préjugés sociaux. Donc, pour nous, il y a 3 dimensions dans notre activité. Une qui est plus politique et plus sociale, c'est d'apporter une compréhension sur notre condition de travail et de vie, et les travailleuses de sexe chinoises. Donc, rencontrer les élus, renforcer les liens avec les autres associations. Deuxièmement, c'est un travail plus local dans notre quartier, là où on vit et on travaille. Donc, sensibiliser aussi les riverains et les commerçants et aussi travailler avec les associations locales. C'est pareil, créer des liens qui permettront une compréhension mutuelle. Et enfin, les activités entre nous. Donc, on a des cours français, on a des cours juridiques, des autodéfenses, des stratégies collectives pour lutter contre les violences. On a le voyage, on s'organise des voyages avec des espaces un peu de petit déjeuner où les femmes peuvent venir parler de leur quotidienne, voilà, des espaces qu'on a essayé de créer. Donc, c'est encore le lien. Et avec Hélène Lebaille, donc une chercheuse à Sciences politiques, on va publier un article qui sera publié au mois prochain dans le revue Hommes et Migration. Et dans cet article, on essaie de détailler comment aujourd'hui, au niveau politique, au niveau local, même des contextes qui baissent sur nous, qui, au lieu de favoriser les liens, ça ne nous permet pas de renforcer les liens. En fait, tous les tentatives de liens qu'on a essayé de nouer pour faire comprendre, c'est en face à un mur, voilà. Donc, peut-être aussi, j'apporte une compréhension sur qui sont ces femmes. Dans notre association, on a aujourd'hui à peu près 140 femmes chinoises et l'âge moyen, c'est à peu près vers 50 ans. Le bureau est composé par 7 TTS et l'âge moyen, c'est 58 ans. Je vais vous apporter un petit objet. On parlait par un journal chinois. Et en fait, c'est la comptabilité des Roses d'Acier. Donc, vous voyez, tous les
tous les réunions qu'on dépense pour acheter un orange ou de jus de fruits, on le marquait tous dans ces cahiers-là avec des chiffres. Si on le perd, on perd 2 ans de comptabilité. Pour vous montrer que comment les migrantes, avec leur manière, avec leurs ressources, essayaient de travailler ensemble. Et comment c'était difficile. On ne sait pas qu'est-ce que c'est un Excel, on ne sait pas qu'est-ce que c'est un projet provisionnel, on ne sait pas comment demander une subvention. Et tout ça, les femmes, ils ont quand même une volonté de s'organiser pour essayer d'améliorer leurs conditions de travail et de vie. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit dans des univers parallèles avec des réalités complètement différentes. Cette vision d'un politicien des politiciens qui pensent que pour nous, le travail de sexe, c'est l'industrie, c'est la prison, il y a des entrées et des sorties très, très fortes. Alors que pour nous, pour une femme, 55 ans, qui vient en France, qui essayait de payer les têtes ou aider la famille de vivre mieux ou payer son logement pour son fils en Chine, les travailleurs de sexe, c'est plus informel. Cette année-là, j'ai mes amis, donc j'ai essayé de venir en France, je n'ai pas de moyens, j'ai essayé de me débrouiller, je fais travail de sexe et il y a un événement, mon fils qui va se marier en Chine et je retourne. 2 ans plus tard, je m'ennuie en Chine, je ne retrouve plus le sens de ma vie, j'ai essayé de ressortir, j'ai essayé de refaire ça. Donc, c'est des formes très, très informelles, très soft. Sauf que face aux politiciens, ces compréhensions de vie humaine d'une femme, ça ne passe pas en fait. Et donc, aujourd'hui, on a face à ces difficultés. Par exemple, on voit pendant le Covid, les femmes sont capables de choisir comment elles vont faire le confinement. Est-ce que c'est plus safe, plus sécurisant de faire avec un chéri à 2 face au confinement ou avec les autres copines? Enfin, vous voyez, elle permet de s'articuler entre une dimension privée, affective, projet familial, mais aussi avec le travail. C'est toute cette logique-là qui combine, pour que les femmes jugent que le travail de sexe est en ce moment pertinent pour elles. Mais alors pour les politiciens, c'est complètement absurde dans ça. C'est les femmes qui n'arrivent pas à conscientiser, sont abusées. Donc voilà, je voulais souligner ça un peu de dire qu'il n'y a pas une seule femme, il y a des femmes avec des vies très complexes et que ça mérite des compréhensions plus fines. Merci. Merci à toi, Ting, pour cette intervention. Moi, je pense que c'est très important toujours de contextualiser ce que les concepts et les discours du travail sexuel dans la réalité des personnes directement concernées pour pouvoir avoir leur perspective et comprendre la signification qu'il y a dans la vie des personnes et pour pouvoir après faire des politiques qui sont efficaces et pas qui mettent en danger les personnes directement concernées. Donc, mille merci pour ça. Alors, la prochaine intervention, c'est de Dina d'Eric Bonds, qui est un lobbyiste LGBTQI+, trans, une activiste du VIH, du sida et du travail du sexe, ainsi qu'un ancien politicien du parti PVDA Labour. En 1991, à l'âge de 20 ans, elle a commencé sa vie comme militant dans le cadre du groupe de jeunes noirs et latinos d'ACT UP New York. Elle est actuellement la présidente du duo pour l'organisation biculturelle Trans United Netherlands. Dina est également en conseil d'administration opérationnel, membre de l'ICRC et de la NSWP. Elle façonne les droits et les politiques des transgenres pour l'Union européenne avec politique et de la recherche en tant qu'ancien directeur stratégique des Transgenres Europe opérant depuis Berlin. Et elle vit à Paris et Amsterdam. Donc, Dina, merci pour être là aujourd'hui et bien à toi. C'est comme ça? Oui, c'est parfait. Bon, merci. Merci à toi. Merci, merci à tous. C'est très spécial d'être ici
quand même, parce que vous avez travaillé, bossé sur un projet de plus de 3 ans. Donc, moi, je suis juste la dernière mois, j'étais sur le projet. Donc, c'est juste une toute petite pièce de tous les travaux. Donc, à vous le respect. On m'a demandé de faire 10 interviews après le confinement. Donc, c'était juste après la situation avec la possibilité de voyager encore. Moi, j'étais pendant le confinement à Amsterdam, mais après donc, quand toutes les frontières étaient encore ouvertes, je suis revenue à Paris. Je faisais aussi là le TDS. Comme TDS, je travaillais pour 1 an, c'était mon sabbatical. Donc, ce n'est pas uniquement des choses comme tout le résumé voilà, que tu as bien dit, mais moi, je suis toujours sur le territoire, ce qu'on peut dire, et je reste aussi toujours. Je suis revenue à Amsterdam pour mes études, mais après cette période de confinement, j'étais encore de retour à Paris et j'ai senti aussi avec toutes mes amies, toutes les personnes que je connais là-bas, une certaine tension, une dépression, toutes sortes de choses qui étaient vraiment très touchables. Et pendant les interviews, j'ai aussi trouvé des façons de résolution, coping mechanisms aussi, parce que j'ai essayé de trouver une très grande diversité des personnes, donc des hommes, des femmes, des transgenres, et aussi pour moi, c'était un homme binaire aussi. Pour moi, c'était très important de trouver des personnes de toutes sortes d'origines, donc racisées français, racisées migrantes, personnes français, parce que le mix avec 10 interviews, ça donnerait vraiment une sorte de palette de Covid et la situation pour les TDS. Les régularisations, voilà, en France, on sait tous ce qu'était, mais pour les personnes qui ne sont pas en France, c'était vraiment très strict avec des attestations, donc des papiers, des documents qu'on a dû remplir. Et je trouvais ça pour dans certaines interviews, c'était très difficile pour des gens. Ça donnait beaucoup de stress, que ça, c'était une sorte de policing qui était avec le fait qu'on était, par exemple, noir ou latina ou racisé. C'était déjà quelque chose avec police profiling, racial profiling, mais avec l'attestation et aussi d'avoir de temps en temps pas les documents, donc les documents de passeport, les visas. C'était vraiment effrayant pour beaucoup de personnes et ils n'osaient pas de bouger. Donc, j'ai entendu aussi dans les 10 interviews qu'ils ont beaucoup eu du support, de soutien des organisations comme l'organisation de Giovanna. J'ai aussi entendu Rose Dacier. Donc, ce sont des organisations qui ont donné beaucoup d'aide comme financière, mais aussi explications sur les papiers, les dossiers, des personnes qui ne parlent pas les langues, expliquer c'était quoi le loi, c'était quoi l'implication. Mais parfois, c'était vraiment, ça donnait tant de stress et aussi, comme les gens habitaient, par exemple, avec beaucoup de personnes dans un immeuble, ça donnait aussi beaucoup de stress. Et c'était vraiment une situation qu'après le confinement, je trouvais que c'était toujours là et c'était très, très touchable. Aussi, dans les conditions qu'on a eu travailler, je pense que la violence avec des hommes, juste après le confinement, c'était aussi très, très touchable. J'ai vraiment senti ça dans les personnes, les clients, mais aussi dans le comportement des TDS, que c'était une sorte d'après-guerre type de stratégie, tu sais. Donc, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que le racisme, surtout, était quelque chose qui était pour moi un catalyseur de toutes les choses. Et j'ai vu ça dans le mouvement dont je suis aussi part de l'antiraciste.
avec le Black Lives Matter movement, on a vraiment vu que le police qui a une institut européenne, mais vraiment dans le fond, institutionalized racism dans le système, ça donnait beaucoup avec le mécanisme de pouvoir. Donc, au moment que la police a eu plus de pouvoir dans les rues, ils ont vraiment regardé sur le profiling, ce sont qui sur les rues, ce sont des personnes racisées, ils n'ont plus de possibilité de demander des papiers, tout ça. Ça donnait vraiment un effet, je veux dire, de violence aussi policière et institutionnelle. Donc ça, c'était vraiment intéressant à voir comment ça c'était pour des personnes qui ont un couleur un peu différent que blanc. Et important aussi à dire que c'était vraiment quelque chose que je trouvais aussi intéressant, c'était des personnes LGBT. Donc, j'ai vu aussi des garçons qui étaient dans le profiling et utilisaient aussi un peu leur profil gay, plus que ailleurs, pour être plus facile en relation avec la police, surtout dans le Marais. Je trouvais ça un peu... Voilà, c'était pour moi quelque chose que je n'ai jamais pensé d'eux, parce qu'en général, en tant que racisé et gay, par exemple, c'est quelque chose qu'on cache plutôt que d'avoir profilé avec les institutions, mais que je trouvais dans certaines interviews que c'était juste une façon de passer toutes ces interrogations et points de police dans la rue. Quoi de plus? Ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que les gens qui sont dans une situation qui était pour tout le monde dans tout terrain et dans toute la société différent, un changement de vie, je veux dire, pour les personnes qui normalement ont une situation économique qui n'est pas vraiment super, qui n'ont pas de logement super, qui n'ont pas de possibilité de s'adapter bien vite à des choses de l'institution, des instituts. Je trouvais la flexibilité dans la communauté TDS très, très spéciale, à voir comment les gens se aident entre eux ou essayent de faire quelque chose aussi pour la sécurité, parce que beaucoup d'entre nous étaient aussi dans le confinement en train de travailler avec des clients, tout ça, mais en général, c'était vraiment un style de comportement et je trouvais ça aussi très spécial dans toutes les interviews. Et je pense que ça, c'était un peu ce que je pourrais dire et j'aimerais bien finir. Merci beaucoup, Dina, pour ton intervention. Je pense que c'était vraiment touchant de pouvoir être un peu avec toi dans ces moments. Tu nous as un peu accompagnés dans ton parcours, dans tes observations. Et je pense que ce que tu nous dis donne un peu d'espoir aussi et un peu de désespoir en même temps, parce que c'est évident que les associations qui représentent les travailleurs du sexe ont les capacités et les connexions pour pouvoir vraiment aider les personnes, mais ils n'ont pas les moyens économiques pour le faire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut changer, parce que ce n'est que les communautés qui sont directement concernées, qui peuvent savoir, peuvent lire les problèmes dans leur complexité et peuvent aussi vraiment arriver où les associations qui ne font pas partie n'arrivent pas. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Et là, la dernière intervention, c'est de Giovanna Rincon, qu'on a l'honneur aussi d'accueillir aujourd'hui entre nous. Giovanna est activiste et militante pour les droits des personnes trans en France, directrice de l'association Accept ST à Paris, vice-présidente du COREVIH EDF Nord, comité régional de la lutte contre le VIH-Sida, et membre du comité de pilotage de la stratégie vers Paris sans Sida. OK, bien à toi, Giovanna, merci.
On ne t'entend pas. Ah. On va attendre que Giovanna se reconnecte en espérant que ça va mieux marcher cette fois parce que finalement, il y a un problème. Comme ça, on va donner un peu quelques minutes à Niall qui s'occupe de la traduction pour se reposer parce qu'il m'avait dit qu'après 1 heure, il fallait lui donner 5 minutes. Donc, ce n'est pas normal pour lui aussi parce que c'est très, très fatigant de faire la traduction simultanée. C'est un vrai effort. Giovanna? Oui, vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. Super. Ok, bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation. Bravo pour votre travail. Très rapidement, sûrement vous présenter Accepteste, qui est une association qui fête ses 10 ans cette année. Association qui a été créée par des femmes trans, travailleuses du sexe, migrantes, et qui a su mettre en place des projets spécifiquement pour cette même personne. C'est une association qui est agréée par l'Agence régionale santé comme représentante des usagers du système de santé. Et c'est aussi une association qui offre tout un dispositif de santé sexuelle communautaire dans nos locaux, de lundi au jeudi, dans 5 lieux stratégiques de Paris, dont 18e à Châteaurouge. Notre stratégie santé sexuelle, il va s'associer aujourd'hui aux stratégies santé sexuelle à niveau de santé publique. L'idée de notre travail, c'est effectivement de participer à réduire les délais entre le diagnostic du VIH ou des infections sexuellement transmissibles et accompagner les personnes vers les dispositifs de soins. Nous collaborons avec différents hôpitaux, dont en premier avec l'hôpital Bichat, et nous avons 2 orientations. Une, accompagner les personnes dépistées séropositives, et une deuxième, accompagner les personnes séronégatives pour pouvoir en bénéficier de la prophylaxie préventive contre le VIH qui s'appelle la PrEP. Je sais qu'il y a quelqu'un qui traduit, je commence à aller trop vite. Désolé. Je pense que je vais surtout centrer un peu mon intervention sur certains parallèles entre ce que vous avez présenté, ce qui a été dit par mes camarades, notamment en ce qui relève le délit, qui peut apparaître comme un délit de proxénétisme de soutien, puisqu'en réalité, dans nos stratégies intracommunautaires, là où évidemment la situation sur le trafic des êtres humains des fois est pressant, mais ce n'est pas systémique dans tous les groupes et notamment chez les personnes trans. La question de la traite chez les personnes trans, notamment latinos, est vraiment peu documentée, voire inexistante. Donc, ce qui existe effectivement, c'est ce qu'on connaît, l'entraide, qui des fois peut tomber rapidement sur des situations d'exploitation, mais qui n'est pas comparable à l'exploitation liée au trafic des êtres humains. Pourquoi ce parallèle? Parce qu'aujourd'hui, avec la crise de Covid, nous avons été confrontés plus que jamais à la nécessité de renforcer cette stratégie d'entraide. Cette stratégie d'entraide nous a obligés effectivement de, évidemment, réunir toute notre force, nos capacités. Quand je dis 10 ans d'expérience d'Accepteste, c'est aussi réunir ces 10 ans d'expérience pour pouvoir vraiment faire en sorte que ce qu'on peut rapidement en déduire comme délit de solidarité lié avec le délit de proxénétisme de soutien, qui puisse apparaître plus comme quelque chose qui s'inscrit
comme étant une vraie réponse contre l'épidémie de Covid pour les populations, notamment migrantes et travailleuses du sexe et trans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, c'est ça que nous avons fait avec AcceptST. En réalité, les protocoles qui ont été présentés par l'Agence régionale santé, par le ministère de la Santé et le gouvernement n'ont rien à voir avec ce que nous avons mis en place comme solution. La première des recommandations que nous avons reçues de leur part, c'était de fermer et de ne plus recevoir de public. Donc, notre réponse a été tout le contraire, c'est-à-dire un confinement proactif, adapté au travail du sexe, puisqu'on savait que de toute façon, le travail du sexe n'allait pas s'arrêter systématiquement et qu'il ne fallait pas forcément se mentir et plutôt être derrière une stratégie qui pouvait vraiment participer à la réduction de la contamination et la transmission du Covid. Et puis, on a fait la même stratégie pour le déconfinement et c'est ça que nous faisons jusqu'au présent. Cette stratégie qui, dès le début du confinement, a été notamment mise en place par la réponse matérielle, c'est-à-dire donner à manger aux personnes, donner des outils de prévention, notamment des kits de prévention contre la COVID, comme les thermomètres, les masques, le gel hydroalcoolique. Donc, toute cette stratégie, entre mars et jusqu'au présent, elle est toujours mise en place. Mais ce que nous avons mis aussi en place, c'était la réponse pour vraiment répondre à la situation d'urgence d'hébergement dans laquelle se sont retrouvées une grande partie des personnes de notre association notamment, et pas que, parce que dans toutes les stratégies du Covid que nous avons élaborées entre mars et au présent, nous recevons de plus en plus de personnes trans, travailleuses du sexe, qui étaient suivies même par des associations abolitionnistes ou par d'autres associations partenaires qui se sont retrouvées, on va dire, incapables de donner une réponse systémique et notamment à la question de l'hébergement. Quand je dis ça, c'est parce que nous avons réussi à créer un fonds d'urgence à AcceptST de 200 000 euros. Ces 200 000 euros, ils nous ont permis, par ailleurs, entre parenthèses, il faut bien rappeler que cet argent provient de l'argent public, notamment de la ville de Paris, Santé publique à France, un laboratoire qui est Gilead, et puis aussi la DIAL qui nous a donné 30 000 euros en chèques services qui ont été distribués pour les personnes entre juillet et août. Donc, cette réponse de notre part ne s'est pas réduite juste à trouver des moyens comment dire, qui vient de la solidarité intracommunautaire, mais plutôt d'aller aussi à rappeler la responsabilité de l'État pour pouvoir vraiment, pas forcément garantir le lieu de prostitution pour les personnes travailleuses du sexe, mais plutôt garantir le lieu de confinement, le lieu qui peut permettre à ces personnes de rester protégées et de protéger les autres en réduisant l'anxiété qui produit le fait de ne pas pouvoir gagner pour payer leur loyer. Donc, c'est de cette façon et de cette plaidoyer que nous avons réussi à obtenir ces fonds avec les différentes institutions. Un fonds qui commence à s'épuiser, puisqu'en réalité, l'argent avec lequel nous avons vraiment peut vraiment agir, c'est 100 000 euros seulement. Donc, ces 100 000 euros ont été affectés pour notamment reloger un peu plus de 30 femmes trans, travailleuses du sexe, qui sont âgées depuis de plus de 50, 60, voire 70 ans, et qui sont sans papier en France, qui vivent dans le territoire et qui n'ont jamais eu la possibilité d'obtenir une régularisation en France. Ce que nous apprenons avec cette personne, c'est qu'il fallait non seulement les aider à s'héberger,
les aider aussi à se nourrir, mais pas que pendant le confinement parce qu'on continue à leur payer l'hôtel actuellement. Donc, ce que nous comprenons avec cette réponse, c'est qu'effectivement, on doit faire un parallèle entre la lutte contre le sida et la lutte contre le Covid. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qui nous a montré la lutte contre le sida, le travail du sexe, malgré tout, a resté comme une option, un espace socio-économique pour les personnes les plus discriminées, notamment les femmes trans, comme étant vraiment une possibilité de résistance socio-économique. Or, à partir du moment où il arrive l'épidémie du Covid, cette possibilité est complètement coupée, c'est-à-dire il est inexistant, voire très dangereuse, voire beaucoup plus dangereuse que le sida, que le VIH. La question des stigmates aussi rentre en jeu parce que la honte d'être séropositif, avec le temps et avec 2020, où on vit de plus en plus mieux avec le VIH, parce que les progressions sont de plus en plus évidentes. Mais en revanche, ce qui se rajoute aussi, c'est la question de la peur que se sache qu'on a été touché par la COVID, qu'on est infecté, qu'on est malade et qu'on peut le transmettre et que des fois, nécessairement, il faut continuer à travailler parce que les familles de cette personne comptent aussi avec l'aide de ces personnes. Donc, c'est-à-dire que la nécessité matérielle pour cette personne-là ne se réduit pas qu'à leur donner un toit et leur donner à manger et leur assurer un lieu de confinement, puisque ces personnes ont une vie aussi, ont des projets. Et donc, cette femme trans sans papier, qui n'ont la possibilité d'obtenir aucun type d'aide sociale en France, à part l'aide médicale d'État. Pour en bénéficier, figurez-vous que de la PrEP, la prophylaxie préventive, qui est un outil promu et mis à disposition pour les personnes les plus exposées au risque de contamination, mais on pourrait faire le parallèle aussi à la schizophrénie proposée par le ministère de la Santé, qui d'un côté propose un outil destiné aux travailleuses du sexe, notamment les trans, et de l'autre côté, la schizophrénie législative qui demande à que le travail du sexe s'arrête. Donc, la réalité que nous percevons avec ces femmes trans, c'est qu'effectivement, sans papier, c'est qu'elles sont vraiment les plus touchées aujourd'hui par cette notion de la précarisation due à l'épidémie de COVID. Donc, en réalité, ce qui nous inquiète aujourd'hui beaucoup aussi, c'est que vous l'avez bien dit à tout à l'heure, la question auparavant, c'était des questions sanitaires. Avec le temps, on se rend compte que c'est plutôt une nécessité du contrôle des frontières. Mais cette réalité, on la voit aujourd'hui à se tester depuis le moment du déconfinement à partir du 12 mai. C'est-à-dire que non seulement il y a les femmes trans sans papier qui ne sont pas contaminées du VIH et qui n'ont jamais eu la possibilité pendant 30 ans, 20 ans de pouvoir se régulariser parce que finalement, l'unique alternative qu'ils savaient, c'était quoi? Être séropositif pour pouvoir bénéficier d'une régularisation en France. Or, cette réalité, elle est aussi en danger parce que, comme je disais, depuis le 12 mai, moment du déconfinement, les expulsions ne s'arrêtent plus. C'est-à-dire que nous ne comptons que les jours pour vraiment continuer à développer un vrai plaidoyer pour rappeler au gouvernement que c'est complètement aberrant qu'en ce moment, le ministère de l'Intérieur, en plein moment d'épidémie, continue non seulement à appliquer des avis d'expulsion pour des femmes trans qui vivent ici depuis 30 ans et qui n'ont pas de papier, qui auraient besoin d'être aidées, et que nous demandons finalement où est-ce que la loi qui a été promulguée en 2016 pour les aider à obtenir la régularisation va s'appliquer aujourd'hui face à l'épidémie du Covid et face à la nécessité d'éviter que cette personne se contamine du VIH. Mais la question, c'est que
même les personnes trans, travailleuses du sexe séropositives, continuent aussi à être victimes d'avis d'expulsion. Donc, en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, avec le travail que nous élaborons aujourd'hui, avec le plaidoyer et l'utilisation de la virtualité artisanale même, parce que nous, à Septesté, les moyens que nous avons, ce n'est pas des gros moyens, mais nous avons réussi à faire pendant l'épidémie de la COVID, mais aussi auparavant, de nous approprier de la virtualité. Et cette virtualité, aujourd'hui, nous a donné une grande visibilité. Cette visibilité, elle est devenue de plus en plus reconnue à niveau institutionnel. Et ce que nous pensons, évidemment, à côté de votre travail, c'est aussi de produire un résultat, un rapport de notre stratégie COVID élaboré entre mars et jusqu'au présent pour vraiment retracer tout le travail élaboré, le comparer aux politiques publiques et à toutes les stratégies proposées par l'État, mais aussi évidemment, le mettre à disposition de votre travail pour continuer à croître et pour continuer évidemment à élaborer une vraie stratégie. Parce que ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en réalité, nos savoirs, pour la première fois, sont reconnus parce que finalement, face à l'épidémie de la COVID, toutes les associations abolitionnistes, d'autres grosses structures de lutte contre le sida se sont retrouvées facilement et rapidement dépassées. Et là, nous, avec nos stratégies, finalement, aujourd'hui, nous sommes devenus un exemple en matière de réponse communautaire. Et cette reconnaissance, évidemment, doit s'inscrire à partir de maintenant comme une vraie stratégie reconnue par le gouvernement et par les instances. Donc voilà, en réalité, vous, votre travail sert de grand appui. Les données qui viennent d'être, qui sortent récemment face à l'épidémie du Covid, je pense qu'on a des éléments forts pour vraiment, une fois pour toutes, rappeler qu'en réalité, la question de la décriminalisation doit être abordée aussi comme un sujet qui a forte urgence, puisqu'en réalité, face à l'épidémie du Covid, l'unique solution qui existe vraiment pour travailler contre le trafic des êtres humains, mais aussi contre cette criminalisation qui ne fait pas que précariser et qui excluait les personnes, notamment les plus invisibilisées dans le féminisme, dans toutes les luttes actuelles à niveau de vraiment droits humains, etc. Donc, évidemment, je pense que à partir de maintenant, la question qui se pose pour nous, en priorité, en tant qu'association, c'est de réclamer très rapidement la régularisation systémique de toutes les personnes trans qui sont sur le territoire, et notamment les personnes trans qui vivent ici depuis plus de 20 ans. Et nous souhaitons aussi que le regard de la régularisation ne soit pas juste un enjeu qui va être analysé juste sous le prisme du présent, puisqu'évidemment, les jeunes, les nouvelles générations qui arrivent et que finalement n'ont pas autre choix qu'émigrer, et là, c'est là qu'ils vont pouvoir à nouveau immigrer, nous font penser que la réalité de la remontée des politiques répressives, même d'extrême droite dans certains pays, ont affecté avant Covid la réalité des personnes LGBT, et notamment des personnes trans et les travailleuses du sexe, que les politiques répressives et fachos telles qu'au Brésil, avant Covid, avaient déjà impacté énormément, et qu'aujourd'hui, la pauvreté qui a créé la Covid, ce n'est pas un enjeu français, ce n'est pas un enjeu local, c'est un enjeu mondial, et cette réponse doit être inscrite aussi ici en France comme une réponse systémique pour vraiment comprendre que les personnes trans travailleuses du sexe ont besoin urgent, elles sont en danger dans leur pays. Donc voilà, un peu un plaidoyer qui je souhaite l'inscrire aussi derrière votre travail, que je remercie encore et que je félicite encore.
Merci beaucoup, Giovanna, pour cette intervention vraiment intéressante. Je pense que tu as vraiment tiré les conclusions de nos interventions. Tu as lié beaucoup de sujets qu'on a traités et tu as aussi rajouté une réflexion ultérieure par rapport aussi au fait que finalement, il y a une reconnaissance parfois des savoirs, mais seulement dans des situations d'urgence. Et donc, il faut vraiment profiter de ces moments pour peut-être pour obtenir une vraie validation de cette connaissance et réunir les forces et partager les savoirs pour pouvoir avancer. Et moi, je pense que ces moments d'échange doivent continuer, qu'il faut partager les données et qu'il faut continuer cette conversation quand on va proposer des politiques, nous aussi, autant qu'académiques, parce que, évidemment, on a besoin de ces réflexions plus amples. Donc, un très, très grand merci à toi aussi. Moi, j'ai appris vraiment beaucoup. Donc, là, il nous reste que quelques minutes. Je pense que Niall va me tuer après cette séance parce qu'il avait demandé de faire une petite pause. Mais là, on n'a que 5 minutes. Surtout s'il y a des questions de la part des intervenants, pour les intervenants, allez-y dans la chat. On vous attend. Là, je ne vois pas de questions. Mais même entre vous, s'il y a des questions, moi, ça fait déjà un peu une longue réunion, mais... Bon, je ne vois pas de questions. Carlo, tu as des questions? Oui, non, en fait, oui, entre-temps, en attendant les questions, je voulais encore remercier Giovanna Ting Dina pour vous êtes magnifique. Vous avez accompagné les projets depuis toujours, en fait, et vous avez ouvert vraiment les portes et donné confiance à nous en tant que chercheurs qui sont arrivés là, poser beaucoup de questions, etc. Et c'est vraiment super qu'on ait réussi à collaborer. Et Giovanna, en tout cas, merci encore pour évidencier les problèmes des expulsions dans ces moments, parce que je pense que c'est très important de mettre ça à l'avance, vraiment dire les choses comme, et mettre en évidence aussi les décalages entre les discours de protection du gouvernement et la réalité, les pratiques qui, en fait, continuent à mettre les gens dans des situations extrêmement précaires. Donc, merci encore. OK. Bon, je ne vois pas des questions. It's now or never. Je vois une question, c'est du spectateur anonyme. Et la question est, est-ce que ça a jamais été question de construire un hébergement réfugié pour les personnes trans et ou TDS à Paris ou en France? OK. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Giovanna, tu es muette. Voilà. Oui, vous m'entendez? Oui. La réponse est systémique. Je pense que dans mon intervention, vous avez compris qu'on a déjà mis en place l'hébergement pour les personnes trans les plus défavorisées, les plus touchées par l'épidémie. Aujourd'hui, je pense que quand je disais il faudra que notre stratégie soit reconnue et qu'elle soit inscrite aussi dans les politiques publiques, c'est évidemment ça en fait. Comment pérenniser cette réponse sans rentrer dans une espèce de romantisation parce qu'il y a l'argent public qui va nous permettre d'héberger les plus défavorisés. La question ne peut pas se réduire à créer un hébergement pour des personnes trans défavorisées et travailleuses du sexe. La question, elle doit s'aborder comment résoudre la problématique à niveau législatif, comment résoudre la problématique des stigmates, comment résoudre la problématique du contrôle sanitaire sur la vie des personnes qui n'ont pas vraiment de responsabilité sur ça. La question, c'est aussi comment faire en sorte de ne pas tomber sur devenir un prestataire de services de l'État pour gérer la misère de la communauté trans TDS. La question, c'est comment nous, avec nos projets, on peut s'inscrire pour créer vraiment
une législation avant tout respectueuse, une législation capable d'être intelligente, une législation capable de reconnaître que finalement l'autodétermination de cette personne, c'est celle qui va permettre effectivement de faire la différence entre la vraie traite des êtres humains et la question d'une reconnaissance des espaces socio-économiques qui existent depuis toujours. Donc, pour moi, la question de créer un hébergement, c'est une nécessité, c'est une urgence, mais nous, avant tout, nous devons rester très critiques à niveau politique sur ces questions. OK, merci beaucoup, Giovanna. Dina, est-ce que tu voulais répondre aussi? Non, OK. Encore merci, Giovanna, pour cette intervention. Je pense que c'est très important toujours d'encadrer les réponses politiques dans une optique d'autonomie, de rendre les personnes capables d'être autonomes et aussi un peu plus systématique, non? De jamais aborder une question, mais encadrer, comme par exemple, je me référais à la question de la dépénalisation. Oui, c'est très bien de la dépénalisation, mais il faut vraiment se battre contre l'exclusion structurelle, le manque de papiers, le manque d'accès à la santé et tout ça. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste finir pour vous dire que ce travail est possible, qu'il y a deux travails à faire. Un, sur le plan vraiment législatif, qui est peut-être le plus ambitieux, mais aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qu'on a élaboré, on a de quoi se faire entendre. De l'autre côté, il y a aussi les politiques publiques locales. Là aussi, on a un gros travail, puisque effectivement, dans les deux champs, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un féminisme radical, féministe sur l'abolition, et qu'effectivement, aujourd'hui, avec ce que nous avons mis en place à Paris, pour la première fois, la ville de Paris s'inscrit en attribuant 45 000 € à CEPTST, en lui reconnaissant sa capacité pour répondre à l'épidémie et payer l'hébergement des personnes endettées, pour payer les hôtels des personnes. Donc, cette reconnaissance par l'attribution de cette subvention, c'est quand même un départ qui permet de collaborer systématiquement dans un moment si critique. Donc, je pense que le débat idéologique commence à vraiment se décristalliser. Et moi, je suis persuadé qu'on avait déjà élaboré avec la ville de Paris, et notamment avec Anne Hidalgo, un dialogue. On avait évoqué les conséquences de la pénalisation sur la santé, non seulement des personnes travailleuses du sexe, mais aussi sur la santé des clients. Et je profite aussi pour faire une parenthèse, parce qu'il ne faut pas assimiler le mot client à le mot violeur, agresseur, tueur. Il faudra qu'à chaque fois, on puisse rappeler que les personnes qui se font passer par des clients et qui sont des tueurs, des assassins, des violeurs, c'est autre chose. Et que c'est pour ça que je rappelle à la ville de Paris la responsabilité le cabinet de santé de la ville de Paris, des agences régionales de santé, c'est de s'occuper de la santé de tout le monde, la santé sexuelle de tout le monde, la prévention pour tout le monde. Il ne faut pas avoir des débats idéologiques sur est-ce qu'on est affectivement, émotionnellement très impliqué sur le débat à la prostitution. Non, il faut une rationalité, et cette rationalité, aujourd'hui, je pense qu'il commence à être possible. Et avec Covid, on démontre qu'effectivement, le début a été franchi par l'attribution de l'argent public pour répondre à l'épidémie pour les travailleurs du sexe. D'accord. J'espère que, Giovanna, que c'est comme tu dis, ça va être ce qu'un début dans ce sens. C'est vrai qu'au niveau symbolique et au niveau politique, c'est un premier pas qui n'avait jamais été. Donc, moi, je souhaite que cette reconnaissance, ce ne soit qu'un début. Donc, s'il n'y a pas, donc encore un grand merci à tous les intervenants.
S'il n'y a pas des autres questions et je n'en vois pas, alors je pense que je vais vous dire un grand merci à tous. Et sachant qu'on a enregistré cette rencontre, qu'elle sera mise en ligne à disposition des personnes qui n'ont pas pu nous accompagner aujourd'hui, nous rejoindre aujourd'hui, et que pour nous, pour les projets, ce n'est qu'une continuation d'une collaboration qui va se prolonger dans l'avenir, donc dans la formulation des soit des publications et soit des suggestions pour les politiques dans l'avenir. Donc, moi, j'ai appris vraiment beaucoup, donc je vous donne un grand merci encore et à très bientôt. Et merci à toutes les personnes qui ont participé et à très bientôt. Bisous à tout le monde. Merci. Au revoir.